mettre un petit peu d'ambiance. On va faire quelques quiz avec le HPV, des questions vraies ou faux. L'HPV ne provoque que le cancer du col de l'utérus. HPV, les hommes sont-ils concernés? On vaccine les garçons uniquement pour protéger indirectement les jeunes filles. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous me dites non. Alors, pour la première, faux. Et Ah oui, c'est faux. c'est faux. Hein. Les HPV ne provoquent pas que le cancer du col de l'utérus. Hein, ça, on verra beaucoup d'autres types de cancers, des lésions précancéreuses. Et les hommes sont concernés, oui. On s'en est aperçu un peu plus tard, mais les hommes sont concernés comme les femmes. Vous voyez donc là la majorité des cancers liés au HPV, chez l'homme comme chez la femme, on va y revenir tout à l'heure. Des cancers des voies aériennes supérieures, cancer de l'anus, cancer des verrues génitales. Pour le cancer de la femme, c'est essentiellement des cancers du col utérin, des cancers de la vulve et du vagin, et puis des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Chez l'homme, des cancers du pénis, également voies aériennes supérieures, des cancers ORL. Autre question, la transmission de l'HPV se fait-elle uniquement par contact intime? Ah, des hésitations, je le vois. Eh bien non, non. Et le préservatif ne pas prévenir les infections au HPV, hein, on est bien d'accord. Pourquoi il n'y a pas uniquement une transmission par contact intime, donc transmission directe par contact sexuel, ça tout le monde le sait, pénétration, rapport orogénitaux, contact intime peau à peau, caresse, mais également des transmissions indirectes possibles par l'intermédiaire d'objets contaminés, les sous-vêtements, le matériel médical, et une transmission verticale de la mère à l'enfant durant la grossesse aussi est possible. Dernière question, HPV, le dépistage permet-il d'éviter l'ensemble des lésions et cancers dus au HPV? Pas besoin de la vaccination, le frottis suffit. Facile. Donc, le frottis ne suffit pas. Hein. C'est la vaccination en prévention. Une fois qu'il y a le frottis, eh bien, il y a une lésion que l'on peut traiter. Hein. Mais après, on est en prévention secondaire, on n'est pas en prévention primaire. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Donc, la vaccination, ça permet de prévenir essentiellement les cancers du col de l'utérus, hein, pour éviter les conséquences de lésions précancéreuses et de cancer. Et le dépistage, c'est dépister et traiter les lésions précancéreuses à un stade précoce pour pouvoir les traiter, les prendre en charge, éviter leur progression vers un stade de cancer et de cancer invasif. Alors les pathologies liées au HPV, vous voyez que si on voit dans le monde, ce sont les pays d'Afrique noire, d'Afrique qui sont le plus concernés, également en Amérique latine. En France, il y a à peu près 3000 cancers du col par an qui sont dépistés, hein, et qui sont liés au HPV. Et parmi ces 3000 cancers, il y a plus de 1000 décès liés à ces cancers du col utérin. Il faut savoir qu'en 2017, donc ça a presque 10 ans, c'était avant les campagnes de vaccination HPV dans les écoles, il y avait simplement moins d'un adolescent, une adolescente sur 5 qui était vacciné correctement. Et il faut savoir qu'au cours de sa vie sexuelle, eh bien 70% à 80% d'entre nous vont être exposés au HPV, donc avec un risque potentiel d'être contaminés. Alors, on l'a dit, hein, plus de 6400 cancers sont dus chaque année au papillomavirus en France. Vous voyez donc, pour vous, donc c'est sur votre gauche, l'homme, cancer de la sphère ORL, hein, cancer du pénis, des verrues anogénitales, des cancers de l'anus, et chez la femme, donc essentiellement des cancers du col de l'utérus, près de 3000 cas par an, des cancers de la vulve du vagin, verrues anogénitales, des cancers de l'anus et également des cancers ORL, et ça c'est valable pour l'homme comme pour la femme.
Alors, la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus chez la femme sont liés au HPV, avec donc, comme je vous disais, plus de 1000 décès par an, avec un âge médian de diagnostic qui est à peu près de 53 ans. Ouais. Alors, diapositive un peu compliquée hein, pour expliquer l'histoire naturelle de l'infection à papillomavirus. Il y a environ 200 types de papillomavirus. Il y en a à peu près 120 qui sont susceptibles de contaminer, d'infecter l'homme ou la femme bien sûr, et 40 ont un tropisme ano- et génital. Et il y a 12 types de HPV qui sont cancérogènes avérés, hein, avec un risque de HPV à haut risque, c'est les 16 et 18+++. Alors, vous avez là le nombre de maladies HPV induites chez la femme comme chez l'homme en France. Donc, vous voyez que ce sont les lésions précancéreuses de la vulve, du vagin, de l'anus, ainsi que les lésions précancéreuses du col de l'utérus et les verrues anogénitales, qui sont en plus grand nombre hein, chez la femme. Et puis, on note également les cancers de l'utérus, donc à peu près 3000 par an. Cancer de la sphère ORL, on en a 400 chez la femme, à peu près donc 1300 chez l'homme, donc beaucoup plus de cas de cancer ORL liés au HPV chez l'homme que chez la femme. Cancer de l'anus, 400 pour l'homme, 1100 pour la femme. Voilà, bon, je vais vous passer, je ne vais pas vous... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les lésions précancéreuses, leur traitement et leur prise en charge sont extrêmement compliqués, avec un impact physique et psychologique majeur. Les traitements sont longs, ils sont douloureux, il y a des risques de récidive fréquentes, entre 20 et 50%. Et puis, il y a un retentissement sur la vie au quotidien, physique, psychologique, émotionnel, d'où lors des traitements, au cours des relations sexuelles, crainte de contaminer son partenaire, donc souvent abstinence sexuelle, avec des craintes de récidive qui sont importantes. Et puis exclusion sociale, encore faut-il savoir que la personne est bien sûr contaminée. Alors, vous voyez la contribution de l'HPV au développement de différents types de cancers en Europe. Donc, le col de l'utérus, c'est 100% lié au HPV. Le cancer de l'anus, à peu près plus de 87% lié au HPV. Le vagin, 70%. Après, vous voyez, ça décroît. Vous voyez donc tout ce qui est ORL, oropharynx, pharynx, cavité orale, larynx. On est à peu près sur, à chaque fois, donc 20% pour l'oropharynx, 25% pour le pharynx, et ensuite ça diminue. Alors, je vous ai cette diapositive que j'ai empruntée à mes collègues infectiologues. Vous reconnaissez Michael Douglas qui a largement parlé de sa maladie. Il a eu un cancer ORL lié au HPV. Il s'en est sorti, mais il en parle souvent. Et en fait, depuis les années 50, on a observé une augmentation de l'incidence des cancers de l'oropharynx chez des patients qui n'étaient pas éthylotabagiques, qui étaient souvent les plus jeunes, avec deux localisations particulières, les amygdales et la base de la langue. Et aux USA, entre 1988 et 2004, on a vu une augmentation des cancers de l'oropharynx de plus de 225%. C'est actuellement aux USA la première cause de cancer lié au HPV. Et c'est une confirmation en 2000 du rôle des infections HPV dans l'oncogénèse des cancers de l'oropharynx. Alors, la transmission et la prévention des cancers de l'oropharynx, en général, c'est des patients qui sont jeunes, qui sont en majorité des hommes, qui ont un niveau socio-économique assez important par rapport aux formes liées au tabac et à l'alcool. L'augmentation du risque
avec l'augmentation du nombre de partenaires sexuels, ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, même type de HPV au niveau génital que chez les partenaires, et augmentation du risque de cancer chez l'époux de femmes avec cancer du col, invasif ou in situ. Les autres transmissions possibles, le baiser et la transmission aussi materno-fœtale. Le cancer de l'oropharynx est évitable, lutte contre le tabagisme, il y a une efficacité préventive voire curative et bien sûr la vaccination, ce pourquoi la vaccination chez l'homme a été recommandée, même si elle est recommandée plus tardivement, du fait de la découverte de ces cancers ORL, même si ces découvertes tardives, ils sont importants. Alors, un certain nombre d'études ont été publiées, notamment en Suède. Je ne vais pas, vous les avez ici mentionnées. Et l'ensemble de ces enquêtes, de ces études, ont montré qu'il y avait une diminution de 88% de cancer du col de l'utérus lorsqu'il y avait eu vaccination et lorsque cette vaccination avait été initiée avant l'âge de 17 ans. Ça descend un petit peu, donc on est sur une diminution simplement de 53% lorsque la vaccination est initiée entre 17 et 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'à partir de 15 ans, 17, 18, les premières relations sexuelles, donc de ce fait, il y a des premiers risques d'être contaminé par le HPV. Donc c'est tout à fait clair, et là toutes les études le montrent, que la réduction du risque du cancer du col est d'autant plus importante que la vaccination HPV est faite et réalisée jeune. Donc on va voir après à quel âge. Alors, il y a un impact médico-économique des maladies anogénitales liées au HPV chez la femme en France. Il y a un coût très important lié à toutes les pathologies cancéreuses. Donc, le coût de la prise en charge des maladies, qui inclut les coûts hospitaliers, les soins en cabinet, les indemnités journalières du fait de l'absentéisme, les pensions d'invalidité. Donc, vous voyez, elles sont à peu près mesurées, évaluées à plus de 90 millions par an pour les femmes comme pour les hommes. Alors, une femme meurt, ça c'est quand même important à bien retenir, une femme meurt du cancer du col de l'utérus toutes les 2 minutes. Chacun de ces décès est une stratégie qui peut être évitée grâce à la vaccination, bien sûr. Donc ça, c'est le directeur général de l'OMS qui avait déjà mentionné cela en mai 2018, donc il y a près de 10 ans. Alors, la stratégie de l'OMS en 2030, donc on y approche, c'est que 90% des filles soient vaccinées contre le HPV à l'âge de 15 ans. On en est loin, vous allez voir tout à l'heure dans les couvertures vaccinales. 70% des femmes bénéficient d'un dépistage réalisé à l'aide d'un test de haute performance à l'âge de 35 ans et à nouveau à 45 ans. Ça fait partie toujours des objectifs. Et 90% des femmes chez qui une maladie du col de l'utérus a été diagnostiquée reçoivent un traitement. 90% des femmes atteintes de lésions précancéreuses sont traitées et 90% des femmes atteintes d'un cancer invasif sont prises en charge. Ça fait partie des stratégies pour 2030. Et à l'horizon 2120, éviter plus de 62 millions de décès par cancer du col de l'utérus. Vous allez voir qu'il y a des pays qui sont arrivés bien avant nous à atteindre ces... Voilà toutes les pays qui ont d'ailleurs mis en place bien avant nous des campagnes de vaccination HPV dans les collèges, et ça a contribué largement à obtenir des couvertures vaccinales, vous voyez, extrêmement satisfaisantes, puisqu'on est à 94% pour le Portugal. On a également la Suède, on a également le Canada, l'Australie, le Royaume-Uni,
Et qui est-ce qui est en dernier? Ben, c'est nous, hein, c'est nous qui sommes vraiment en queue de peloton, extrêmement en retard. Voilà, on va le voir tout à l'heure, on est simplement à notre 3e année de campagne de vaccination HPV dans les collèges et tous ces pays ont démarré bien avant, hein, et ça leur permet d'avoir des couvertures vaccinales bien plus importantes. Hein. Donc, une politique volontariste de vaccination dans les écoles, mais pas uniquement, également en ville, en pharmacie, auprès des médecins. Nous, on a pris beaucoup de retard. Alors, on va donc aborder un peu donc, ces campagnes de vaccination dans les collèges. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette annonce, moi je m'en souviens puisque ça avait marqué, on savait que c'était les ARS qui allaient être en coordination, en pilotage de ces campagnes. Le 28 février 2023 exactement, donc il y a plus de 2 ans et demi maintenant, Emmanuel Macron en visite dans un collège de Nouvelle-Aquitaine, donc a annoncé que désormais il mettrait en place, il souhaitait qu'il y ait des campagnes de vaccination HPV généralisées dans tous les collèges de France, que ce ne soit pas des initiatives locales, mais que ce soit dans toute la France. Et plus récemment, donc il y a maintenant il y a quelques mois, le 4 février 2025, Yannick Neuder annonçait le déploiement d'une stratégie globale d'élimination du cancer du col, avec notamment la pérennisation de la campagne de vaccination dans les collèges, pour obtenir en 2030 une couverture vaccinale de 80%. Vous vous souvenez que l'OMS était sur 90%, nous on est un peu plus modeste, 80%. Vous allez voir qu'on en est loin, mais on progresse, on progresse. Alors, c'est vrai que quand la première campagne a été lancée, on pensait que ça serait une seule fois, et puis en fait, on en est à la 3e année, et normalement, cette campagne devrait se pérenniser et devrait rentrer vraiment dans la routine pour tous les établissements. Alors en Europe, la vaccination contre le HPV est faite donc dans les établissements scolaires, les structures de santé, avec une approche qui combine les deux. La vaccination en milieu scolaire facilite l'accès aux adolescents, bien sûr, et selon une analyse des programmes nationaux de vaccination contre le HPV dans 31 pays européens en 2020, il a été montré que les stratégies associées au plus haut taux de couverture vaccinale comprenaient la vaccination en milieu scolaire et l'utilisation du système de rappel, en disant que pourrait faire l'assurance maladie, que pourraient faire les médecins, que pourraient faire les pharmacies. Vous devez vous faire vacciner, il vous manque un rappel de... Ça se faisait autrefois pour d'autres vaccinations, hein, mais ça se fait pratiquement plus maintenant. Maintenant qu'on pourrait trouver d'autres systèmes pour favoriser ces rappels de vaccination. Donc notre président Macron s'est inspiré de tout cela pour mettre en place sa première campagne en 2023-2024. Voilà, donc vous voyez que les pays qui ont démarré avant nous, Norvège, Suède, Angleterre, eh bien, la Norvège depuis 2012, Suède 2007, 2018 l'Angleterre, ça leur a permis d'atteindre des couvertures vaccinales HPV importantes et très intéressantes. Donc, les données montrent que la vaccination en milieu scolaire a un impact positif sur l'attitude des parents à l'égard de la vaccination de leurs adolescents. On va le voir tout à l'heure dans une étude vaxicole qui a été faite par Santé publique France. Voilà, ça c'est un petit peu à contraster, ce point-là. Alors, les recommandations vaccinales actuellement, elles ont beaucoup évolué, maintenant elles sont relativement stables. La vaccination, elle se fait entre 11 et 14 ans, ce qui explique qu'elle est faite au collège. En général, à 11 ans, on est en classe de 6e. 14 ans, on quitte le collège normalement. Elle doit être espacée de 5 à 13 mois. Ça veut dire qu'on va faire 2 injections qui doivent être espacées au moins. Donc, on fait la deuxième injection à partir du 5e mois. D'accord ? Et si on la fait après l'âge de 15 ans, eh bien, il faudra faire une injection supplémentaire, espacée 0, 2 mois et 6 mois. D'accord ? Donc ça, c'est important. Voilà, je ne vais pas
être trop longue sur ce sujet-là. Là, je vous ai tout dit. Ça fait partie des recommandations 2024. Les 2025 n'ont pas évolué. Alors, on va en venir à la campagne de vaccination dans les collèges, donc qui a démarré en 2023-2024. Je vous ferai un petit bilan d'étape de l'année qui se termine 24-25, et puis je vais vous expliquer un petit peu les perspectives pour cette nouvelle année 2025-2026, parce que là, il y a une grande nouveauté et ça mérite qu'on en parle. Alors, on a reçu une instruction, on l'a reçue un peu tardivement par rapport à l'année scolaire, le 19 juin 2023. C'est embêtant parce que cette instruction tardive ne nous a pas permis en 2023 de déjà démarrer l'organisation de ces campagnes de vaccination suffisamment tôt, parce que du coup, on a été obligé d'organiser ça en septembre 2023. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Et à ce moment-là, donc, c'était uniquement les élèves de 5e des collèges publics et privés. Alors privés, uniquement les collèges volontaires. Par contre, pour le public, ça devait être tous les collèges publics qui devaient faire cette campagne de vaccination. Et là, simplement, j'insiste, c'était uniquement les classes de 5e. L'instruction proposait une vaccination en 2 doses en 5e, c'est-à-dire qu'on démarrait en début d'année scolaire, octobre 2023, deuxième dose, à peu près après 5 mois, donc mars-juin 2024. D'accord ? Et cette campagne de vaccination, vous l'avez bien compris, vous l'avez dû le voir, c'est un copilotage à la fois par les ARS, du fait du ministère de la Santé, DGS, et l'Éducation nationale. C'est extrêmement important qu'on ait l'implication des médecins et des infirmières scolaires. Alors, comment ça se passe ? Parce que ça se passe maintenant, pour la 3e année, ça va se passer de façon identique, donc je peux en parler. Les ARS coordonnent, mais elles mobilisent les centres de vaccination départementaux. Il y a normalement un centre de vaccination départemental par département. Et chacun de ces centres, qui sont en général financés par l'État, par l'ARS, quelquefois par les conseils départementaux, doivent de leur côté mobiliser des effecteurs pour assurer cette vaccination dans les collèges. Ce n'est pas ça peut être les équipes des centres de vaccination, mais ils ne sont pas assez nombreux pour aller dans les collèges, faire des équipes mobiles et vacciner tous les 103 000 collégiens de 5e scolarisés dans les 609 collèges publics et les 224 collèges privés sous contrat. Ça, c'était pas possible. Donc du coup, voilà. Et c'est en fait la principale difficulté, on peut le dire encore maintenant, c'est de trouver des effecteurs pour se rendre dans les établissements scolaires, dans les collèges pour vacciner. C'est compliqué. On va en reparler. Alors, la première campagne a été positive. On aurait pu faire mieux, mais bon, on a augmenté quand même de plus de 24% la couverture vaccinale chez les jeunes de 12 ans, de plus de 22% chez les garçons. Donc, il y a eu plus de 420 000 adolescents qui ont été vaccinés au 30 juin 2024. Ça, c'est les chiffres nationaux. Alors, les familles qui ont choisi le parcours école restent minoritaires. C'est vrai qu'il y a pas mal de parents qui ont préféré que leurs enfants se fassent vacciner en ville, soit par un médecin, soit par un pharmacien en officine. Surtout que depuis 2023, les pharmaciens peuvent vacciner, mais attention, ils ne peuvent vacciner qu'à partir de l'âge de 11 ans. Ils ne peuvent pas vacciner en deçà. Les résultats ont montré également qu'il y avait une nécessité de renforcer le parcours à l'école, qu'il fallait cibler la communication en direction des parents en mentionnant le parcours scolaire, engager davantage les équipes éducatives, les équipes médico-scolaires, et c'était important de réduire les inégalités socio-économiques, et cela, on en a tenu compte pour les campagnes, la prochaine campagne qui va arriver, sachant qu'il y en a eu entre 2024 et 2025. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, alors vous expliquez un petit peu comment ça va fonctionner, c'est que pour chaque élève en tout cas les parents de chaque élève devaient remplir
une autorisation parentale. Et cette autorisation parentale, elle était sous format papier, mais certains d'emblée avaient décidé de faire en sorte que ce format soit en dématérialisé, hein, donc sur informatique, ce qui n'est pas toujours très adapté à des populations en précarité, il faut dire comme ça. Hein. Donc ça, on en a tenu compte, et il faut savoir que, par exemple, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a choisi l'outil dématérialisé l'année dernière, mais on a fait un mixte, on garde l'outil papier et on a essayé de simplifier également le consentement, parce que c'était compliqué. Il faut que les deux parents consentent à autoriser leurs enfants, hein, donc c'est compliqué quand les parents sont séparés. Il y a eu une petite simplification en ce sens que le papa ou la maman peut signer pour l'autre conjoint s'il est absent, par exemple. Hein. Il s'engage à signer pour l'autre en espérant que l'autre soit convaincu de la vaccination, qu'il soit d'accord que son enfant se fasse vacciner. Hein, donc ça, c'est... Voilà. Autre obstacle, et là, enfin pour moi c'est un obstacle, mais l'instruction nous oblige à cela, c'est que l'enfant doit bien avoir son carnet de vaccination, son carnet de santé le jour J. S'il ne l'a pas, on ne vaccine pas. Et c'est vrai qu'il faut rappeler à l'enfant, il faut que le parent il soit là quand il est à 11 ans, il est en 6e, il ne pense peut-être pas toujours à tout. Il faut bien mettre dans son carnet, dans son cartable, le carnet de vaccination pour que le jour J, l'infirmière ou le médecin puisse vérifier qu'il doit bien être vacciné, qu'il n'a pas déjà reçu une vaccination, vérifier ses autres vaccinations, parce que ça c'est le but aussi, l'objectif, hein, de vérifier les autres vaccinations, diphtérie, tétanos, polo-coqueluche, puis on va voir après rougeole, oreillon, rubéole, et puis on va voir maintenant pour la méningite pour cette année qui va arriver. Hein, voilà. Alors, donc ça, c'est pour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous voyez, j'ai fait un focus sur Auvergne-Rhône-Alpes, sur les collèges privés, comme on vous l'a dit, c'était sur la base du volontariat. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a que 40 collèges privés qui ont accepté de faire cette campagne de vaccination. Alors, il y a eu un événement dramatique, vous avez dû en entendre parler. Le 19 octobre 2023, on venait juste de démarrer la campagne, juste, à Saint-Herblain, c'est près de Nantes, hein, dans le 44. Il y a eu un jeune donc, qui est décédé. Il n'est pas décédé de sa vaccination, mais il est décédé parce qu'il a fait un malaise vagal, hein, le malaise vagal qui est beaucoup plus fréquent chez l'adolescent, hein, peur de la piqûre, une petite douleur, voilà. Il n'était pas, en tout cas, il n'était pas allongé, et ça on va voir que c'est très important. Il est tombé de sa propre hauteur, il a fait un traumatisme crânien, il est mort décédé dans les jours qui ont suivi. Donc ça, c'était dramatique. L'enfant était scolarisé dans un collège privé, donc tous les diocèses, de ce fait, ont suspendu toutes les interventions de vaccination dans les collèges privés donc pour cette première année 2023-2024. On n'avait jamais eu d'incident, même je dirais d'accident de ce type dans une vaccination, suite à une vaccination, que ce soit dans une pharmacie, dans un cabinet médical. Il a fallu que ça se passe à l'école au début de cette campagne de vaccination. Donc c'est mal tombé. Hein. Même s'il y a eu une très forte communication après pour expliquer que ce n'était pas lié au vaccin, hein, le vaccin n'y était pour rien. Bon, et de ce fait, après, il y a eu une instruction qui est passée pour demander à ce que tous les collégiens soient gardés au moins un quart d'heure, mais ça c'était la règle, et non pas debout, mais par terre, donc on n'a pas des couchettes pour tout le monde, donc assis ou allongé, au moins pendant un quart d'heure. S'il fait son malaise, il ne tombe pas, hein, enfin il tombe il ne peut pas tomber, donc il n'y a pas de risque, d'accord ? Voilà, donc vous voyez que tous les départements de notre région, hein, donc dans le Rhône, il y a une forte participation. En bleu, nombre de collèges privés qui ont participé, donc dans le Rhône ça a été très faible, ça a été plus important en Isère, et le nombre de collèges privés non participants en orangé. Hein. Nombre de collégiens à qui la vaccination a été proposée. Vous voyez que dans le Rhône, finalement, il y a eu pratiquement que la moitié
des collégiens qui ont bénéficié de la vaccination, alors que c'est un des départements les plus importants de notre région. Voilà. Alors l'Isère, vous voyez que l'Isère c'est un très bon département. Pourquoi c'est un bon département, l'Isère? Je ne parle pas de son environnement. Hein. L'Isère, ça fait très longtemps qu'ils ont mis en place, grâce au conseil départemental 38, parce que le centre de vaccination dépend du conseil départemental 38, une grande opération de communication Stop HPV autour de la vaccination HPV. Et ça, c'est bien antérieur à notre campagne. Donc, le conseil départemental a anticipé cette campagne et vous voyez, du coup, il y a une adhésion beaucoup plus importante dans les collèges. Alors, la première année, donc, on est toujours sur 2023-2024, il y a une étude qui s'appelle Vaxicol, qui a été faite par Santé publique France, pour un peu voir un petit peu quels sont les résultats de cette... et les arguments sur pourquoi les parents n'ont pas souhaité que leurs enfants se fassent vacciner dans les collèges. Pour un peu plus de 52%, je ne suis pas opposée, mais je ne veux pas de la vaccination au collège. Je préfère la faire chez mon médecin traitant ou en pharmacie. Les motifs du refus de la vaccination au collège, attention, ce n'étaient pas des parents qui étaient opposés à la vaccination, mais ils ne souhaitaient pas que leur enfant soit vacciné au collège. Je ne suis pas encore sûre de moi. Je souhaite être présent quand mon enfant se fait vacciner. Donc l'enfant, le jeune, il a 11 ans, il a 12 ans. Voilà, papa et maman veulent accompagner l'enfant, ce qui est le cas chez le médecin, ce qui est le cas chez le pharmacien. Mais ça ne peut pas être le cas au collège. On ne peut pas accepter tous les parents lorsque leurs enfants vont se faire vacciner dans le collège. Ce n'est pas possible. Au niveau logistique, ce n'est pas possible. Ils préfèrent, vous voyez, en tout cas dans le cadre de cette étude, mais elle a déjà 2 ans cette étude, que l'enfant soit vacciné par son médecin et ils avaient besoin de l'avis au préalable de leur médecin. Ça prouve en fait que la communication et l'information auprès des parents n'a pas été suffisante. On en a tenu compte pour la campagne qui a suivi. Mais ça... Alors, 3 messages clés qui ressortent de la campagne. Le fait que ça soit gratuit, tout est gratuit, l'effecteur est gratuit, le vaccin est gratuit. Alors vous allez me dire, quand on le fait chez un pharmacien ou chez son médecin, il y a un remboursement par la sécurité sociale et par la complémentaire, mais on ne peut pas dire que c'est gratuit, on doit débourser, surtout quand on n'a pas de mutuelle. Et pour ceux qui n'ont pas de sécurité sociale, eh bien, c'est tout à la charge de la personne. Donc pour la réduction des inégalités de santé, c'était très important. Et c'est toujours très important que cette vaccination se fasse dans toutes les écoles. Et puis, il y a une proposition à la fois pour les filles et les garçons. Donc, voilà. Voilà, donc, ce qui ressortait de cette première campagne, c'est qu'il fallait mieux expliquer comment se passe cette vaccination, avoir un interlocuteur à l'école, ça c'est compliqué, impliquer davantage les jeunes et mieux expliquer les HPV, la maladie et la prévention. Nous-mêmes, au niveau de l'ARS, on organise des webinaires pour les parents d'élèves. On en organise là 3 prochainement. Pour les parents des élèves concernés, donc de tous les collèges d'Auvergne-Rhône-Alpes, et également pour les chefs d'établissement, les médecins et les infirmières scolaires, pour mieux les impliquer dans cette expérience. Je ne sais pas s'il y a des enseignants ou des médecins ou infirmières scolaires dans la salle, mais c'est vrai que peut-être qu'il y a encore... Les équipes médico-scolaires doivent davantage s'impliquer dans cette campagne. Il ne faut pas uniquement qu'elles s'occupent de la logistique, à recevoir les enfants, à les faire, à regarder s'il y a bien un robinet pour se laver les mains. Non, il faudrait vraiment qu'en amont, les équipes médico-scolaires, les enseignants puissent apporter une information auprès des jeunes. Et on va voir qu'on a ce temps-là maintenant on a ce temps-là entre septembre et décembre, puisque désormais la campagne de vaccination démarre au mois de janvier en début d'année. Pas scolaire, mais année civile. Donc cette information en amont, elle est très importante. Pour les parents, pour les enfants, pour les enseignants, et pour les chefs d'établissement. Et il doit y avoir des relais à l'école. Ça, c'est très, très important. Des relais à l'école, des enseignants
qui voient régulièrement les élèves. C'est vrai que les médecins et les infirmières scolaires, on sait qu'en plus elles sont très chargées, et il y a des postes vacants, quelquefois elles s'occupent de plusieurs collèges en même temps, elles n'ont pas forcément ce temps-là. Par contre, les enseignants, dans le cadre des cours de SVT, c'est quelque chose qui devrait se généraliser, hein. On a pensé également, par exemple, dans les réunions de parents d'élèves qui se font actuellement là, dans les 15 premiers jours de la rentrée, eh bien, que le chef d'établissement propose pendant 10 minutes que l'on parle de cette campagne de vaccination en disant aux parents « Madame, Monsieur, eh bien, votre enfant, dans quelques mois, on va lui proposer une campagne de une vaccination HPV, remplissez l'autorisation parentale et voilà, cette vaccination est gratuite, expliquez que il n'y a pas d'effet secondaire, etc. » Il faudrait 10 minutes dans chacune de ces réunions. On a du mal à le généraliser. C'est compliqué. Alors, on dispose de beaucoup d'outils pour cette campagne HPV. D'abord, la première année, en 2023-2024, il y a eu une très forte communication de la part du national, dans les médias. C'est l'INCa, qui a l'Institut national contre le cancer, qui a fourni tous les outils. Je pense que vous les connaissez. Enfin, ils sont visibles sur Internet. Ils sont bien faits. Nous-mêmes, nous avons bien sûr mis beaucoup d'informations sur le site de l'ARS. Et puis, comme je vous le disais, on a organisé des webinaires. On avait aussi organisé des points presse en 2023, en 2024, pour essayer de mieux communiquer, notamment aux parents des enfants. Vous voyez donc toutes ces brochures. Il y en a à la fois qui sont destinées aux parents, et puis d'autres outils qui sont à destination des adolescents. À noter l'Escape Game, qui est un outil qui a été fait par des infectiologues du département de la Loire, des infectiologues du CHU de Saint-Étienne, notamment le Serious Game dans le cadre d'un projet qui s'appelle PrEV HPV. Voilà, donc ça, sur le site, il y a beaucoup d'informations. Mais bon, encore faut-il aller sur le site, avoir accès. Mais c'était des supports papier, tout ça, on l'a eu en support papier. Alors, un petit focus sur les couvertures vaccinales en 2024. Vous voyez que là, on a 10 années, entre 2015 et 2024. Donc, en bleu, classiquement, les garçons, en rouge foncé, les filles. Vous voyez qu'entre 2020 et 2024, on a, en tout cas, pour les garçons, l'augmentation, elle est spectaculaire. Pourquoi elle est spectaculaire ? Parce que, en fait, la recommandation vaccinale pour les garçons, elle est récente, elle date simplement que de 2022. Donc, alors que pour les jeunes filles, elle est beaucoup plus ancienne. Et vous voyez que à partir de 2023, date des premières campagnes de vaccination, on a bien augmenté notre couverture vaccinale. En tout cas, de 17% en 2015 à 58%, 59% même en 2024 chez les filles, et de 5,4% en 2021 pour arriver à 36,5% en 2024 pour les garçons. Voilà, mais on revient de très très loin, on revient très loin. Mais on est loin des 80% qu'on nous a fixés, que le ministère nous a fixés. Voilà. Mais bon, on va... Alors, voilà toutes les couvertures vaccinales, en tout cas pour Auvergne-Rhône-Alpes. On fait un petit focus sur le département du Rhône, qui est moyennement bien placé. Quelles sont les couvertures vaccinales qui sont importantes ? Vous voyez, il y a le Cantal qui est bien placé. L'Isère également, et ça, on l'a dit, c'est par rapport à une sensibilisation Stop HPV. L'Allier également est assez bien placé. Il reste la Haute-Savoie. La Haute-Savoie, c'est vraiment un département pour lequel les couvertures vaccinales, que ce soit pour HPV comme pour les autres vaccinations, ne sont pas bonnes, ne sont vraiment pas bonnes. Drôme, Ardèche également, c'est assez classique.
On a beaucoup d'antivax dans la Drôme et dans l'Ardèche. Hein, donc, voilà. Donc, en Auvergne-en-Alpes, vous voyez qu'on a, en tout cas, pour les 2 doses à 16 ans, on est en 2024, on est sur les mêmes pourcentages que la France, hein, même un petit peu supérieur, un tout petit peu supérieur également en 2023. Hein, et on reste dans la moyenne. Donc ça, c'était tout à l'heure pour les filles. Là, c'est pour les garçons. Alors, bien sûr, on part de beaucoup plus bas. Hein. Un focus sur le Rhône, puisque nous sommes dans le Rhône. Vous voyez qu'il y a eu une très bonne augmentation, hein, très forte augmentation entre 2023 et 2024. Hein, de 16,8, on est passé à 25,2%. Et donc, on se situe un petit peu en deçà de la France hexagonale, mais on est pratiquement dans la bonne moyenne par rapport à la France entière. Voilà, les bons élèves. La Savoie, elle est bien placée. Le Puy-de-Dôme est bien placé. Voilà. Alors ça, c'est la deuxième campagne, hein, parce qu'on va arriver après à la troisième campagne. La deuxième campagne, 2024-2025, avec une instruction qui a évolué. Hein. On l'a reçue toujours au mois de fin juin, début juillet, donc ça ne nous a pas permis d'organiser les séances en amont, mais bon, ça c'est... Alors, là, il a été décidé de faire une seule dose par année. Vous vous souvenez que l'année dernière, l'année d'avant, c'était une dose en octobre, une dose après, en mars-avril, hein, donc au printemps. Mais de ce fait, ça a mobilisé à 2 reprises les équipes mobiles de vaccination dans les collèges. Donc là, il a été décidé de faire une seule dose par année scolaire. Donc la deuxième dose, elle se fait dans l'année scolaire suivante, ou elle peut se faire également chez un médecin ou chez un pharmacien. D'accord ? On a décidé également, alors cette première dose, elle se fait plus non plus en septembre-octobre, mais elle se fait en début d'année, donc en janvier. Ça laisse du temps, donc entre la rentrée scolaire septembre, et c'est valable pour cette année aussi, hein, septembre-décembre, de justement favoriser la communication auprès des parents, des ados, des professionnels des établissements scolaires, de tous les personnels de l'éducation nationale. Autre point qui a évolué dans cette instruction, c'est que la vaccination se fait à tout le collège, de la 6e à la 3e. On ne cible plus uniquement les 5e. D'accord ? Parce que là, du coup, on est vraiment dans la tranche 11-14 ans. On n'est pas uniquement en 5e où ils ont plutôt 11 ans, 12 ans. Hein ? D'accord ? Et puis, donc là, on s'est doté d'un outil, dans toute la France, hein, d'un outil qui s'appelle Colibri, un outil informatique, pour dématérialiser les autorisations parentales, suivre la campagne, envoyer à l'assurance maladie toutes les modalités administratives pour le paiement, enfin bon, ça c'est le remboursement des doses, etc. etc. Hein. Mais on a gardé les autorisations parentales papier, support papier, justement par rapport aux populations plus précaires qui n'ont pas accès au système informatique, sachant que ces autorisations parentales, on souhaite aussi qu'elles soient traduite en plusieurs langues, hein, parce que quelquefois il y a un problème d'obstacle de la langue. Ces autorisations parentales, ce n'est pas toujours facile à comprendre et à remplir, en tout cas pour certains types de populations. Alors, en 2024-2025, donc c'était l'année scolaire précédente, en ARA, hein, donc on a sensibilisé, enfin on a... Excusez-moi, il y a 610 collèges publics privés qui ont participé à la campagne. Hein. Ça a représenté 74% des collèges totaux, donc ce qui est un beau pourcentage. Hein. En très grande majorité, c'était des établissements publics. Hein. On a retrouvé ça dans tout le département et il y a eu même pas du tout d'établissements privés dans l'Ain, dans le Cantal et en Savoie. Il faut savoir que cette tendance qu'il n'y ait pas eu de privé se retrouve au niveau national. Et ça, c'est lié malheureusement à l'accident que je vous ai décrit tout à l'heure, qui avait eu lieu l'année d'avant, en octobre 2023,
qui est resté un peu trop gravé, malheureusement, dans la mémoire des uns et des autres. Sur l'ensemble des collèges publics ciblés, 94% d'entre eux participaient à la campagne, et sur l'ensemble des collèges privés ciblés, 17% d'entre eux participaient à la campagne, ce qui est très peu. Et en mai 2025, eh bien, on avait reçu près de 14 000 formulaires. Ça veut dire que potentiellement, il y a eu 14 000 collégiens qui se sont fait vacciner durant cette année scolaire 2024-2025. Je ne peux pas vous en dire davantage par rapport au bilan qui est en cours. Vous allez me dire, oui, mais l'année scolaire, elle est terminée depuis 3 mois. Mais c'est très long de récupérer toutes les données. Ce bilan en général se fait par Santé publique France. Il faut que les données soient colligées, validées. Donc voilà, ça prend du temps. On espère les avoir d'ici la fin de l'année pour avoir un peu un bilan plus précis de cette année 2024-2025. On en vient à la 3e année maintenant. La 3e, et en tout cas la dernière année. Alors voilà, ça c'était tout, on reste toujours sur 2024-2025. Voilà, grande majorité d'élèves de 12 ans, environ 20% d'élèves de 11 à 13 ans et une minorité d'élèves de 14 ans. Alors pour 2025-2026, une grande nouveauté. Et nous, en tant que médecins de veille sanitaire, on est extrêmement satisfaits. C'est que désormais, on ne fera pas uniquement la vaccination HPV, mais également une vaccination contre les infections invasives à méningocoques, appelées plus communément les méningites, ACYW. Alors pourquoi cette vaccination ? Depuis fin 2022, et je suis bien placée pour vous le dire puisque je gère l'ensemble de ces infections, en tout cas simplement au niveau de Hara, bien sûr, mais c'est une situation nationale. Il y a une recrudescence de ces infections invasives à méningocoques ACYW, également le B, mais là on va se cantonner au ACYW, depuis fin 2022. Pourquoi depuis fin 2022 ? Fin 2022, ça correspond à peu près à la fin de l'épidémie Covid. J'en avais parlé à la précédente conférence. Et on a un système, un peu un phénomène de rebond de ces méningites, de ces bactéries ACYW. Il y a aussi les B. Pourquoi ? Parce que pendant 2 ans, on a été confinés. On a respecté les mesures barrières. Donc les bactéries et les virus en général ont moins circulé. Et donc de ce fait, nous-mêmes, nous tous, on a été beaucoup plus sensibles aux infections à la sortie de la crise Covid. Ça s'est vu pour la grippe, ça s'est vu pour la rougeole, ça s'est vu pour la coqueluche et ça s'est vu aussi pour les infections invasives à méningocoques. Le problème de l'infection invasive à méningocoques, c'est qu'il y a à peu près 10 à 20% de décès, que ça atteint des jeunes adolescents en général, d'où la volonté du ministère d'associer cette vaccination à la vaccination HPV et qu'elle soit désormais systématique dans les collèges à partir de maintenant, en tout cas septembre 2025, ça va être plutôt janvier 2026 puisqu'on va démarrer en janvier 2026. D'accord ? Vous dire que cette recommandation de vaccination méningocoque ACYW, elle est passée obligatoire depuis avril 2025 dans le calendrier vaccinal pour les petits et elle est également, elle est que recommandée chez l'adolescent. Elle est obligatoire chez les petits. Chez les petits, jusqu'à présent, il n'y avait que le méningocoque C qui était obligatoire depuis 2018. Eh bien, le C est remplacé par un vaccin qui va faire non seulement le C, mais également le A, le W et le Y. Donc 4 souches de bactéries méningites. D'accord ? Donc voilà, ça c'est... Et donc obligation depuis avril 2025 chez le petit, donc remboursement. Remboursement également chez l'adolescent pour lequel c'est recommandé. Ce n'est pas obligatoire chez l'adolescent. D'accord ? Alors là aussi, une seule dose par année. Donc ça permet de nous mobiliser pour favoriser la communication, l'information auprès notamment des personnels de l'éducation nationale. Également 11-14 ans, on cible de 6e à 3e et pas uniquement en 5e, vous vous souvenez, comme la première année 2023-2024. Et on maintient les 2 formats, c'est-à-dire sous forme papier, sous forme dématérialisée, les autorisations parentales. Et il y aura normalement un recto verso. Il y aura une autorisation pour le HPV, une autorisation pour le ACYW.
Donc, pas mal de papiers à remplir pour les parents ou à saisir sur les outils. Voilà, donc ça, c'est une avancée importante et intéressante qui va faire en sorte qu'on va non seulement augmenter la couverture vaccinale du HPV, donc diminuer potentiellement prochainement les cancers du col de l'utérus, entre autres, mais également diminuer les cas d'infection invasive à méningocoque qui, comme je vous le disais, sont en recrudescence depuis 2022, donc depuis maintenant 2 ans et demi. Voilà. Voilà, j'en ai bientôt terminé. Oui, je crois que c'est ma dernière. C'est ma dernière. Voilà, je vais rester là-dessus. Voilà. J'ai tenu l'heure, juste.